Alors, bonjour à tous. Héloïse Rionorec, responsable marketing pour Fiducial. Je remercie tous les participants qui sont présents pour notre webinaire de ce jour et je remercie aussi nos deux intervenants qui vont co-animer ce webinaire. Donc, tout d'abord, Stéphanie Pizzuti, donc expert comptable et membre de la direction des relations extérieures de Fiducial, et Maître Montant, avocat sophiral, directeur du département droit social. Bonjour. Bonjour Antoine. Stéphanie, c'est tout bon? Oui. Ok, très bien. Donc, avant toute chose, deux petites précisions. Nous allons donc faire un webinaire où l'objectif est de dérouler une présentation, de vous apporter le plus d'informations possible et que vous puissiez poser toutes vos questions tout au long du webinaire auxquelles nous tenterons d'y apporter une réponse. Pour cela, vous avez un petit onglet qui s'appelle « Converser » en bas de votre écran. N'hésitez pas à cliquer dessus et à poser votre question. Voilà. Je vous laisse en compagnie de Stéphanie et d'Antoine pour commencer. Je vous souhaite un très bon webinaire à tous. Allô? Oui, c'est tout Oui, bon. c'est bon, on entend, parce que tout à l'heure, on n'entendait pas. Donc, bonjour à tous. Donc, merci d'être présents pour ce webinaire autour du thème qui est l'activité partielle ou plus communément connu sous le nom du chômage partiel. Donc, aujourd'hui, nous allons aborder vraiment l'activité partielle dans sa globalité sous 9 points. Donc, tout d'abord, on verra les restaurants. Est-ce que vous pouvez ou non exercer votre activité? On verra que ce n'est pas toujours aussi simple. Ensuite, quand est-ce qu'on peut recourir à l'activité partielle? Parce que y a des critères bien précis. On verra les bénéficiaires de ce chômage partiel, tant au niveau des salariés que des dirigeants. Les démarches que vous avez à faire vis-à-vis de vos salariés en tant qu'employeur. L'indemnisation de vos salariés et j'ai rajouté une partie sur les congés payés parce que je sais que c'est une question qui préoccupe et interpelle beaucoup d'employeurs. L'indemnisation de votre entreprise, comment ça va se passer? On verra vos démarches et vos délais que vous avez à accomplir. Alors, sous le petit onglet, sous le point 8, pour aller plus loin, on abordera, parce que là aussi, il y a souvent des questions, donc tout ce qui est autour de l'arrêt maladie, de l'arrêt dérogatoire pour garde d'enfants et son articulation par rapport au chômage partiel. Pourquoi? Parce que le chômage partiel, ça reste quand même le thème central et toutes ces questions-là, ça reste des questions périphériques qui gravitent autour de cette notion de chômage partiel. Et enfin, au point 9, on vous donnera quelques préconisations. Alors, pour commencer, donc le premier point, est-ce que les restaurants peuvent-ils continuer à exercer leur activité? Alors, comme vous le savez, maintenant, parce que ça va faire bientôt un mois, le 14 mars 2020, un arrêté ministériel qui a d'ailleurs été complété par un nouvel arrêté en date du 15 mars 2020 a effectué une liste d'établissements, donc les établissements qui reçoivent du public devaient fermer pour éviter la propagation du virus Covid-19. Donc cette période de fermeture va initialement du 15 mars au 15 avril 2020. Bon, on ne sait pas encore, mais il y a quand même de grandes chances que ce soit prolongé. On le saura bientôt. Et du coup, le gouvernement a établi en fait une liste des établissements qui n'avaient plus l'autorisation de recevoir du public parce que c'était trop risqué au niveau de la contagion. Donc, on a 8 catégories et vous, donc dans la catégorie N, on vous trouve, vous, les restaurants et les débitants de boissons. On verra que les hôtels, ça sera abordé également, vous êtes dans la même lignée. Donc, du coup, comme je vous le disais, l'ensemble des établissements des catégories M et N, donc M pour les hôtels, N pour les restaurants et débitants de boissons, vous êtes autorisés, vous, à maintenir votre activité, mais uniquement de vente à emporter et de livraison.
Donc, c'est pas sans créer certains problèmes. Pourquoi? Parce que tous les restaurants, évidemment, n'ont pas forcément un service qui permet la vente à emporter. Je pense notamment aux restaurants gastronomiques. Et même ceux qui peuvent faire de la vente à emporter n'avaient pas forcément le service de livraison prévu initialement. Et là se pose également le problème, qui peut assurer la livraison? On va recourir à des plateformes externes de livraison, mais là, comment on s'assure des gestes barrières, que les règles d'hygiène sont bien respectées et tout? Voilà la première problématique. Et dans la catégorie M, les hôtels, contrairement à toute attente, peuvent également rester ouverts au public. Mais par contre, la partie restaurant et la partie bar doit être suspendue pour pas qu'il y ait de regroupement de personnes. Donc, seuls les room service peuvent continuer à fonctionner. Bon, vous doutez bien qu'en période de confinement, déjà partir à l'hôtel, c'est compliqué parce qu'on ne peut plus partir en vacances. Et puis, même si vous êtes en déplacement professionnel, malgré les directives de mettre un maximum de personnes en télétravail, aller dans un hôtel où tout est vide, ça ne donne pas spécialement envie. Donc, forcément, l'activité, là, est moindre. Et donc, la directive dit que pour les activités maintenues, comme les vôtres, il va falloir aménager les postes de travail. Donc, notamment en télétravail si c'est possible. Alors, évidemment, dans les restaurants ou les hôtels, le télétravail, c'est compliqué. S'il n'y a personne pour, je dis n'importe quoi, faire les pizzas ou recevoir les clients dans un hôtel, voilà. On est obligé d'être sur place. Donc, du coup, il va falloir que vous mettiez en place les gestes barrières, que vous fassiez respecter tant en interne au niveau du personnel qu'en externe avec la clientèle les règles de distanciation pour éviter la propagation du virus. Et pareil, regrouper donc limiter les regroupements de salariés. C'est un peu comme on voit en ce moment avec les boulangeries, les boucheries où on a des queues très très longues parce qu'il faut mettre au moins 1 mètre entre chaque personne et le client rentre par 1 voire 2 à chaque fois dans la boutique, pas plus. Voilà, vous êtes un peu dans le même cas de figure. Donc, je vous convie à vous référer aux fiches métiers sur les consignes de sécurité qui sont consultables. Donc, je vous ai mis le site sur travail-emploi.gouv.fr, je vais y arriver, qui sont très très bien faites et en fonction de votre secteur d'activité, ils vous donnent tous les gestes barrières et les obligations que vous avez à respecter. Antoine, vous voulez préciser quelque chose ou pas? Alors, sur les fiches métiers, je pense que c'est important. Il ne faut pas oublier que vous avez, en tant qu'employeur, une obligation de sécurité de résultats vis-à-vis de vos salariés. Par conséquent, vous devez pouvoir prouver avoir tout mis en œuvre pour assurer la protection de la santé de vos salariés. Et un des moyens de prouver cela, c'est de suivre très strictement les consignes qui sont données dans ces fameuses fiches métiers. Alors, concernant au fait, quand est-ce qu'on peut recourir à l'activité partielle? Alors, il faut savoir que le recours à l'activité partielle, en fait, il résulte de 2 cas. Dans le premier, vous avez une fermeture imposée de votre entreprise. Vous, malheureusement, ce n'est pas le cas. Que vous soyez un restaurant, un hôtel ou un bar, non, vous ne faites pas partie de cette catégorie-là. Donc, vous tombez dans la 2e catégorie. Donc, on peut recourir à l'activité partielle également en cas de réduction d'activité totale ou partielle. Donc, elle peut avoir lieu, soit vous avez des annulations de commandes, de réservations, de séminaires, vous avez plus de clientèle, c'est le cas des hôtels, c'est compliqué. Les restaurants, même les restaurants de restauration rapide, entre guillemets, on voit bien que l'activité baisse énormément car les gens ont peur, ils sortent pas de chez eux. Ou alors, vous pouvez rencontrer également des difficultés d'approvisionnement parce que vos fournisseurs ont fermé ou d'absence de salariés parce qu'ils ont exercé leur droit de retrait. Donc, dans ces conditions-là, c'est compliqué d'ouvrir. Donc là, vous vous trouvez dans une situation de réduction d'activité totale ou partielle. Alors, pour recourir à l'activité partielle, comme je vous le disais, il faut impérativement qu'il y ait une cessation, une réduction d'activité, qu'elle soit temporaire
et collective. C'est-à-dire, elle doit conserver tout ou partie d'un établissement. Donc, par exemple, dans un hôtel qui fait hôtel et restaurant, ça peut concerner toute la partie restauration, mais pas forcément la partie hôtel. Vous voyez, c'est ça. Il faut que pour la partie d'établissement. Quand je vous dis que c'est une mesure collective, en fait, elle doit concerner l'ensemble des salariés. Alors ça, c'est très important. Par exemple, vous ne pouvez pas mettre au chômage partiel un seul salarié si dans la partie restauration, par exemple, vous avez 10 salariés sur cette partie-là. C'est soit vous mettez les 10 au chômage partiel, soit à ce moment-là, il faudra utiliser un moyen de roulement. Pourquoi? Parce que il est dit que il faut, pour mettre au chômage partiel, il faut avoir des critères objectifs et non discriminatoires. C'est-à-dire que des personnes qui vont occuper un même poste avec les mêmes contraintes doivent bénéficier du même traitement. Donc, si jamais vous n'avez pas les moyens de mettre tous vos salariés en activité partielle en même temps, et à ce moment-là, il faudra peut-être que vous mettiez en place un système de roulement, par exemple, entre vos salariés. Ça veut dire ça, en fait. Donc, je vous ai mis un petit schéma que je trouve très, très bien fait, qui a été fait par le gouvernement. Donc, on descend différents critères pour voir si vous êtes éligible ou non au chômage partiel. Alors, la première question à se poser, c'est est-ce que l'employeur est dans un secteur d'activité de l'arrêté de fermeture? Oui ou non? Vous, c'est non. Alors, du coup, pour l'instant, vous n'êtes pas éligible au chômage partiel. Deuxième question. Est-ce que l'employeur est confronté à une réduction, une suspension de son activité suite à la conjoncture, donc au virus, ou à un problème d'approvisionnement? Donc, si c'est oui, vous êtes éligible au chômage partiel. Si c'est non, vous n'y êtes pas. Et on descend sur la troisième question. Est-ce que les mesures de prévention nécessaires pour la protection de la santé des salariés peuvent être mises en place? Si c'est oui, vous n'êtes pas éligible. Si c'est non, vous êtes éligible. Pourquoi? Parce que sur certains restaurants, des fois, les cuisines sont trop petites, par exemple. Donc, les salariés ils seront entassés comme dans une cage à poules et du coup, on n'a pas la distance minimum de sécurité pour éviter tout risque de contamination. Donc, au niveau des bénéficiaires, alors, il faut savoir qu'au niveau des salariés, là je suis, il faut savoir que, en gros, tous les salariés sont concernés, quelle que soit la nature de leur contrat de travail et leur ancienneté. Donc, ça va être les CDI, les CDD, les contrats saisonniers, ainsi de suite. Petite précision, si vous aviez prévu d'embaucher durant la période de confinement en fait un salarié ou durant la période d'activité partielle, cette personne-là fera partie de votre effectif et du coup devra être déclarée dans l'effectif en activité partielle. Attention. Au niveau des salariés au forfait annuel heure ou jour, eux aussi maintenant, ils ont le droit de bénéficier du chômage partiel. Et concernant les contrats d'apprentissage et de professionnalisation, eux aussi, ils ont droit au chômage partiel. Concernant les dirigeants, alors là, c'est différent. En fait, on raisonne à l'envers. C'est plutôt ne sont pas éligibles au chômage partiel. En fait, un peu tout le monde. Les travailleurs indépendants, les cas dirigeants, pourquoi? Parce qu'en fait, vous n'êtes pas soumis à la législation sur le temps de travail. Les présidents de SAS non plus, parce qu'en fait, vous n'avez pas vraiment de contrat de travail. Donc, en gros, à ce jour, c'est les salariés qui peuvent disposer du chômage partiel. Pourquoi? Parce qu'ils disposent d'un vrai contrat de travail, si on peut dire ça comme ça. Et j'attire vraiment à être prudent, votre attention. Pourquoi? Parce que certains d'entre vous, donc en tant que dirigeant, vous cumulez un mandat et un contrat de travail, mais vous n'êtes pas affilié et du coup, vous ne cotisez pas au titre de ce contrat de travail à l'assurance chômage. Donc, il y a peu de chances que vous soyez éligible à l'activité partielle. Pourquoi? Parce qu'il faut savoir que l'allocation chômage d'activité partielle, en fait, elle est cofinancée par l'État et l'UNEDIC. Donc, si vous cotisez pas, vous n'avez pas le droit, c'est logique. Alors,
au niveau des démarches que vous allez avoir à faire, à accomplir vis-à-vis de vos salariés. Il faut savoir que la décision, en fait, votre décision va s'imposer à vos salariés. Ils ne peuvent pas la refuser, la mise au chômage partiel. Concernant les salariés protégés, eux non plus ne peuvent pas la refuser. Par contre, si jamais ils refusent d'être mis au chômage partiel, en tant qu'employeur, vous serez obligé de lui verser la partie complémentaire de son salaire qui va perdre du fait de l'activité partielle, puisqu'il n'y a pas, on verra plus tard, il n'y a pas un maintien à 100% de la rémunération. Il faut savoir que durant la période de chômage partiel, en fait, le contrat n'est pas rompu. Il est simplement suspendu. Ce sont des heures chômées, en fait. Et là, je vous ai remis un petit laïus qui est très important sur l'égalité de traitement. Pensez bien, tous vos salariés doivent être mis dans une même situation. D'où, si besoin, faire un aménagement du temps de travail via un roulement par équipe. Alors, Antoine, non, pas de… Sur le chômage partiel? Oui. Alors, quelques précisions parce qu'on voit passer quelques questions par rapport notamment à la fermeture. Alors, c'est vrai que votre activité de restauration, en tout cas sur site, est visée par l'arrêté du 15 mars, mais il est précisé dans cet arrêté que la vente à emporter reste ouverte. Et ça, c'est issu un peu de la communication, on va dire fastidieuse des pouvoirs publics en début de crise, où on nous a dit vous rentrez chez vous, vous n'allez plus dans les bars, vous n'allez plus dans les restaurants. Et puis 2 jours après, mais au fait, il faut continuer de travailler. Donc par conséquent, c'est vrai que l'activité de restauration traditionnelle, elle, donc les salles de restaurant sont fermées, mais rien ne vous empêche, si c'est possible pour vous et si vos salariés sont encore là, on pourra en reparler d'ailleurs, si c'est possible pour vous, de continuer de travailler. C'est pour ça qu'on n'est pas dans un discours où on dit vous êtes fermé, vous avez automatiquement droit à l'activité partielle, parce que on peut se retrouver parfois avec des directs qui vont se poser la question de savoir si vous ne pouvez pas faire de la vente à emporter. Donc, il va bien falloir, et je pense que Stéphanie va le redire un peu plus loin, dans la motivation de votre demande d'activité partielle, bien dire qu'il y a tout un tas d'activités que vous ne pouvez pas faire en plus de la restauration rapide sur place. Ou de la restauration sur place. Tout à fait, Antoine, vous avez raison de le préciser, parce que là, du coup, je découvre les questions, j'ai pu les afficher. Par exemple, les pizzerias, c'est tout à fait ce cas-là. La pizzeria, la partie restaurant peut être fermée, mais vous pouvez faire de la vente à emporter. Oui, tout à fait. Parce que je vois donc les questions des personnes qui posaient pourquoi est-ce qu'on ne fait pas partie du secteur de l'arrêté de fermeture. Je voyais la question bas parce que vous pouvez continuer à travailler en gros. Autant un coiffeur, c'est compliqué de coiffer quelqu'un à 1 mètre ou 2 mètres. Autant vous, faire de la vente à emporter ou de la livraison, c'est tout à fait possible selon votre activité. Comme je vous disais, un resto gastronomique, c'est déjà plus compliqué. Donc, je vous propose qu'on continue de dérouler. De toute façon, on traitera aussi au fur et à mesure vos questions. Alors, au niveau de l'indemnisation des salariés, comment ça se passe pour le calcul? Alors, vous, en plus, dans l'hôtellerie-restauration, c'est encore plus compliqué. Donc, l'indemnité, en fait, c'est vous, l'employeur, qui allez la verser et vous devez la verser à la même date que celle du versement du salaire. Donc, je m'explique. Si vos salariés, vous avez l'habitude de les rémunérer, de les payer tous les 2 du mois, et là, vous avez dû normalement verser l'indemnité de chômage partiel, total ou partiel, le 2 du mois. Il faut maintenir la date de versement des salaires. Si jamais, donc on a eu des remontées à ce niveau-là, des remarques, si jamais vos cabinets comptables n'ont pas eu le temps d'établir les bulletins de paye, et à ce moment-là, faites des acomptes. Versez 80% du salaire habituel. Vous attendez que le cabinet comptable fasse le bulletin de paye et puis vous verserez, vous régulariserez après, en plus ou en moins.
Donc, il faut savoir que le montant de l'indemnité, il s'élève à 70% du salaire brut horaire par heure chômée. Parce que comme on l'a vu avant, on peut être peut-être en activité réduite. Donc, il y aura des heures travaillées et des heures chômées. Et ce sont ces heures chômées qui sont indemnisées. Donc, 70% du salaire brut horaire par heure chômée, ça correspond à peu près, plus ou moins, à 84% du taux horaire net, pour information. Alors, c'est là où ça se complique parce qu'il faut savoir que l'indemnisation, elle est basée normalement sur la durée légale du travail qui est de 35 heures. Et je pense que vous avez tous vu paraître une publication donc, de l'UMI qui disait comme quoi l'indemnisation de l'activité partielle se ferait sur la base de la durée conventionnelle de travail de votre branche, soit 39 heures. Alors là, j'attire votre attention. À ce jour, il n'y a aucun texte, aucun écrit du ministère du Travail qui corrobore cette communication-là. Donc, soyez quand même vigilants, il existe un risque. Et dans la même logique, les heures supplémentaires, il faut savoir qu'elles ne sont pas indemnisées. En gros, si votre salarié, au lieu de travailler 39 heures ou 40 heures, va travailler plus que 20 heures, et en fait, le nombre d'heures d'indemnisées, ça sera 35 heures moins ces 20 heures. Et non, c'est 39 ou 49 heures moins ces 20 heures. Et les congés RTT et jours fériés ne sont pas éligibles à l'activité partielle. Alors Antoine, je pense que là, peut-être vous voulez compléter mes dires par rapport à l'UMI et à ce qui a été un peu publié. Alors oui, concernant cette communication de votre organisation professionnelle, qui bien évidemment est tout à son honneur, qu'elle essaye de défendre au mieux les intérêts de la profession. Alors c'est le fruit d'un échange oral entre le ministère et l'UMIH, mais il est évident que, notamment lorsque l'on reprend l'ensemble de la communication ministérielle, les textes, ce qu'on appelle les questions-réponses qui sont sur le site du ministère, aucune mention n'est faite de cet engagement. Donc, vous avez tout intérêt quand même à faire attention à cet engagement qui est a priori pris par le ministère, mais nous ne pourrons pas, pour l'instant, vous dire d'y aller les yeux fermés sur les 39 heures. Donc, on ne pourra que vous dire pour l'instant que l'indemnisation est faite sur les 35 heures parce que seuls les textes pour nous comptent. Alors, donc toujours concernant cette indemnisation des salariés, donc il faut savoir que chaque salarié peut être indemnisé dans la limite de 1000 heures et par an. Bon, j'espère quand même qu'on n'en arrivera pas là à les dépasser, sinon ça veut dire qu'on va être très longtemps en quarantaine. Concernant les salariés au SMIC, qu'est-ce qui se passe ? Forcément, un salarié qui est au SMIC, on l'indemnise à hauteur de 70%, vous l'avez vu. Donc, 70% du SMIC, ça fait moins qu'un SMIC. Donc, en fait, pour vivre, un salarié doit quand même avoir un revenu minimum. Donc, vous serez obligé en tant qu'employeur de verser une allocation complémentaire qui va être la différence entre le SMIC, donc le revenu minimum pour vivre, moins l'indemnité perçue, quoi. Donc voilà. Au niveau des apprentis, parce qu'on a souvent la question, eux, ils ont un maintien de salaire à 100%, parce que les pauvres, déjà qui gagnent un pourcentage du SMIC, si on leur enlève encore 30%, cette fois, ils vont vivre avec 3 pâquerettes. Donc voilà. Donc, ces indemnisations, elles sont exonérées de chômage partiel et de charges elles sont exonérées de cotisations sociales et patronales. Par contre, la CSG-CRDS, elle reste due dessus. Elles sont également exonérées de taxes sur les salaires. Par contre, elles restent assujetties à l'impôt sur le revenu. Donc, le prélèvement à la source va s'appliquer. Il faut savoir que l'activité partielle, elle n'a pas d'impact sur l'acquisition des congés. On a souvent la question. Donc, en fait, les salariés continuent d'acquérir des congés comme s'ils travaillaient normalement. Et donc, par rapport à l'ordonnance qui est parue le 25 mars 2020, dont on a beaucoup entendu parler, puisqu'elle a modifié un peu les règles relatives aux congés payés. Donc, il faut savoir qu'aujourd'hui,
l'employeur a la faculté d'imposer la prise de congé ou de modifier les dates de congé qui étaient déjà posées. Mais par contre, pour ce faire, vous allez devoir respecter les conditions suivantes. C'est-à-dire, il faut qu'il y ait un accord de branche ou d'entreprise qui a été conclu. En fait, ça ne peut pas concerner plus de 6 jours ouvrables. Il faut que ce soit des jours de congé acquis. Et vous avez quand même un délai de prévenance à respecter d'au moins 1 jour franc. Et pareil, ces jours imposés, en fait, ne peuvent pas l'être au-delà du 31 décembre 2020. Si jamais donc il n'y a pas d'accord, alors là, vous ne pourrez pas imposer en fait la prise de congé à vos salariés à moins de respecter le fameux délai de prévenance d'1 mois. Donc là, Antoine, je pense que vous voulez sûrement rajouter des précisions. Alors, avant de reprendre sur les congés, oui, juste, j'ai vu passer quelques questions sur les charges, les cotisations de sécurité sociale, l'employeur et salarié, et puis sur des régules. Alors, parce qu'il y a une question également sur les fameux 39 heures. Si jamais le décret, en tout cas le ministère revient sur la position à la demande de l'UMIH concernant la prise en charge des 39 heures, bien évidemment, vous pourrez faire la régularisation plus tard. Pour l'instant, c'est vrai que nous resterons sur la base de 35 heures, ce qui veut dire que les 4 heures supplémentaires, pour l'instant, ne sont pas rémunérées. En tout cas, il n'y a pas de maintien. Si jamais le ministère autorise la prise en charge de ces 4 heures supplémentaires, bien évidemment, vous pourrez faire des régularisations. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point concernant les cotisations de sécurité sociale, salariale et patronale, alors, il n'y en a pas, elles sont exonérées. Seules, donc, comme l'a dit Stéphanie, CSG et CRDS subsistent sur les heures indemnisées. Enfin, sur les congés, non, il n'y a pas d'impact particulier sur l'acquisition des congés payés d'une part. Ensuite, se pose la question de savoir ce que l'on fait du solde de congés que les salariés ont pu acquérir et qu'ils n'ont pas pu prendre ou qu'ils ne pourront pas prendre d'ici le 31 mai. Alors, s'ils les ont acquis, s'ils les ont posés, là, vous avez tout intérêt, bien évidemment, à les laisser les prendre. Si en revanche, ils ne les ont pas posés, pour l'instant, vous ne pouvez que respecter le droit commun en matière de congés payés, c'est-à-dire les prévenir dans un délai d'1 mois avant de leur demander de prendre les congés. C'est-à-dire qu'il faut respecter ce délai de 30 jours. Mais vous avez également entendu parler par voie de presse de la possibilité d'imposer 6 jours de congés ouvrables maximum aux salariés, mais cette possibilité n'est ouverte qu'aux entreprises qui bénéficient soit d'un accord de branche, donc là, il faut encore surveiller l'actualité de votre branche professionnelle et de la convention collective pour savoir si les partenaires sociaux vont signer un accord de ce type. Sinon, c'est passer par un accord d'entreprise, c'est-à-dire que pour les entreprises jusqu'à 20 salariés, je vais faire très rapide, très schématique, il faut obtenir la ratification des 2 tiers des salariés pour imposer ces congés. Au-delà, il faut pouvoir négocier avec le CSE ou un salarié mandaté. Mis à part cela, si vous ne pouvez pas donc, appliquer cette nouvelle disposition d'imposer les congés pendant 6 jours, dans la limite de 6 jours, il vous faudra respecter les règles de droit commun, donc attendre le délai de prévenance de 30 jours. Très bien. Alors, concernant l'indemnisation des entreprises, comment ça va se passer? Donc, vous, en fait, en tant qu'employeur, vous allez devoir adresser une demande d'indemnisation, en fait, pour vous faire rembourser les indemnités de chômage partiel que vous avez versées à vos salariés. Là, on est revenu en arrière sur le PowerPoint. Donc, voilà. Donc, il faut savoir que je vous ai mis le petit lien https activitépartielle-emploi.gouv.fr donc vous faites votre demande, elle se fait uniquement par voie dématérialisée. Vous pouvez la faire dès le premier jour du mois suivant. Et il faut savoir que le délai moyen de remboursement prévu, parce qu'on n'a pas encore de recul, il est de l'ordre de 10 à 12 jours. Donc, ne vous inquiétez pas s'il n'arrive pas dans les 48 heures, c'est normal. Donc, concernant l'allocation, on ne parle pas d'indemnité, on parle d'allocation que l'État va vous verser à vous,
en tant qu'employeur pour prendre en charge cette indemnité, ces indemnités de chômage partiel que vous versez à vos salariés. Il faut savoir donc qu'elles ne peuvent pas être inférieures à 8,03 € par heure chômée. Vous vous souvenez, on parle toujours d'heures chômées, hein. Donc, elles seront prises en charge à 100% par l'État, à condition que vous mainteniez le salaire qu'à hauteur de 70%. Si jamais vous maintenez jusqu'à la totalité du salaire, donc 100% du salaire, les 30% seront à votre charge, hein. Et pareil, donc l'État a quand même mis une limite pour les gros salaires. Donc, il prendra en charge 100%, mais dans la limite de 70% de 4,5 fois le SMIC. Alors, je vais vous donner un petit exemple pour bien comprendre. 4,5 fois le SMIC, c'est à peu près un peu moins de 6 800 € hein, de salaire. Donc, si jamais vous avez un salarié qui gagne 8 000 € par mois, vous êtes d'accord, vous allez lui maintenir 70% de 8 000. Et bien, en fait, l'État dit, moi, je veux bien prendre en charge, mais que dans la limite de 70% de 6 008. Et du coup, la différence entre les 8 000 € de salaire et les 6 008, ça sera à votre charge en tant qu'employeur. Alors bon, ce n'est pas la majorité des entreprises, mais il faut savoir que c'est la règle. Et pareil, donc vous allez devoir à chaque fin de mois, en fait, remettre à vos salariés un document qui va indiquer le nombre d'heures que vous avez indemnisées, les taux appliqués, les sommes versées. Donc, ces mentions, elles peuvent très, très bien figurer sur le bulletin de paye. Et je vous ai mis, pareil, un petit lien où c'est un simulateur en ligne pour que vous estimiez un peu le coût de ce chômage partiel. Donc, concernant les démarches et les délais pour accomplir cette demande de mise en chômage partiel. Donc, il y a deux cas de figure. Là aussi, ça a été un peu compliqué parce que le gouvernement a avancé, reparti en arrière, rechangé, je reviens. Donc, il a fallu un peu suivre. Donc, ces deux cas de figure sont si l'entreprise a moins de 50 salariés, en fait, vous allez devoir informer par écrit vos salariés de leur mise au chômage partiel. Vous allez préciser une durée prévisionnelle d'activité partielle, forcément, parce qu'on ne sait pas jusqu'à combien de temps ça va durer. Et vous allez également préciser le nombre de salariés concernés. Si jamais votre entreprise a plus de 50 salariés, là, vous êtes obligé du coup d'avoir un CSE. Donc, la procédure est différente. Vous allez être obligé de consulter ce CSE. Alors là, pareil, il y a eu un assouplissement. Vous pouvez solliciter la directe pour la demande d'autorisation de mise en chômage partiel sans attendre l'avis du CSE. Par contre, vous allez devoir préciser la date prévue de consultation de ce CSE et vous avez 2 mois pour communiquer à la directe l'avis du CSE sur la mise en chômage partiel des salariés. Alors, là aussi, petit rappel parce que c'est très important. Souvent, vous ne le savez pas ou vous préférez ne pas le savoir. Il faut savoir que toute entreprise qui a au moins 11 salariés, elle doit être pourvue d'un CSE ou sinon être au moins en possession d'un procès-verbal de carence en bonne et due forme et de moins de 4 ans. À défaut, en fait, vous êtes en situation de carence fautive. Et donc, il y a une tolérance, parce que vous avez vu, dans certains cas, quand il y a un CSE, vous êtes obligé de consulter le CSE. Il y a une tolérance en ce moment, comme quoi les entreprises devront s'engager en fait à organiser des élections professionnelles dès que possible, dès que les processus électoraux seront à nouveau autorisés. Donc là, je vais laisser Antoine aussi vous préciser. Donc, je vois une question parce qu'elles ne m'apparaissent pas toutes. CSE, en fait, c'est les instances de représentation du personnel, mais Maître Antoine Montan va vous préciser tout ça. Allô? Allô, j'ai perdu tout le monde. Là, ça y est.
Oui, là, donc vous m'entendez. Donc, on vous donnera des précisions, en tout cas les retours que nous avons sur les demandes d'activité partielle, puisque le système d'information est un peu saturé. Donc, concernant le comité social et économique, c'est en fait anciennement les délégués du personnel. Donc, dès lors que vous employez au moins 11 salariés équivalents temps plein sur 12 mois consécutifs, vous avez l'obligation de mettre en place donc, le comité social et économique. Si vous ne le faites pas, vous êtes en carence fautive. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on peut considérer que vous avez entravé la mise en place vers la représentation du personnel et cela constitue un délit. Mis à part ça, dans le cadre de la mise en place de l'activité partielle, il a été demandé au fin mars à ce que toutes les entreprises qui avaient au moins 11 salariés consultent le comité social et économique. Mais le ministère, vu les difficultés qu'avaient les entreprises à justifier cette consultation, est revenu sur sa position en disant non, seulement les entreprises d'au moins 50 salariés qui disposent d'un comité social et économique devront le consulter. Néanmoins, rien ne vous interdit et tout vous oblige plutôt de mettre en place le CSE dès lors que vous rentrez dans cette obligation d'au moins 11 salariés. Alors, concernant toujours ces démarches et ces délais, donc il faut savoir que la directe dispose d'un délai de 2 jours maximum, soit 48 heures, pour autoriser ou non le recours à l'activité partielle. Alors, je sais d'avance que certains vont me dire on n'a pas de réponse. Comme je vais vous le dire après, l'absence de réponse dans ce délai vaut acceptation. Il faut savoir que la directe, elle est obligée de motiver tout refus. Pareil, cette autorisation d'activité partielle, en fait, elle peut être accordée pour une durée de 12 mois maximum. Il n'y a pas d'inquiétude. Si vous avez fait une demande, je dis n'importe quoi, d'1 mois et que, vu que ça se prolonge, vous avez besoin de faire une nouvelle demande, vous pouvez évidemment renouveler cette demande. Et pareil, vous avez jusqu'à 30 jours à partir de la date de début de chômage partiel pour effectuer votre demande auprès de la directe. Et évidemment, c'est avec effet rétroactif. Stéphanie, Antoine, il y a beaucoup de questions concernant l'impossibilité de joindre le site de la directe. Donc, la directe a 2 jours pour répondre, mais quand on n'a pas ses codes, quand on n'a pas son inscription, quand on ne peut pas accéder au dossier, comment fait-on ? Oui, alors c'est vrai que ce sont des difficultés que nous remontent beaucoup de clients. C'est compréhensible dans le sens où vous êtes plusieurs centaines de milliers d'entreprises à faire des demandes d'activité partielle. Cela représente plusieurs millions de salariés et le système d'information patine un peu. Donc, vous avez la possibilité normalement de joindre par mail. Ça, c'est extrêmement important pour pouvoir apporter la preuve que vous avez fait les demandes dans les 30 jours suivant la mise en activité partielle de vos salariés. Si jamais au bout de 30 jours, vous n'arrivez toujours pas à vous connecter, mais que vous avez fait ces demandes et que vous pouvez apporter la preuve que vous avez fait cette demande, que ce soit vous-même ou par votre cabinet comptable, puisqu'il y a une question qui à ce sujet. Bien évidemment, le cabinet comptable est tout à fait à même de faire la demande. Donc, si vous avez dépassé ce délai 30 jours sans avoir de retour de la directe, au moins vous pourrez justifier que vous avez fait les démarches nécessaires, mais qu'à chaque fois, le système d'information bloqué. Donc là-dessus, derrière, il y aura peut-être un contrôle de l'administration, mais grâce à ces démarches que vous aurez faites, qui auront été écrites, dont vous pourrez garder la preuve, dont vous devez garder la preuve, normalement, cela ne devrait pas poser de problème. En revanche, cela aura un impact bien évidemment sur le versement des allocations par l'agence de service des paiements. Donc, il faut être patient, il faut être persévérant. Alors, toutes les entreprises ne sont pas logées à la même enseigne. Certaines arrivent plus facilement que d'autres à obtenir les codes d'accès, mais il faut persévérer. Il y a une autre question qui a été posée tout au début et maintenant je vous la pose. C'est lorsque on doit comment on fait pour motiver la fermeture ou l'absence de travail pour son restaurant. C'est-à-dire qu'on ne peut pas démontrer qu'on puisse faire de la livraison, du drive, de la vente à emporter.
Alors, c'est vrai que oui, j'ai vu passer également des questions de ce type. Par exemple, la cuisine ou le laboratoire est trop exigu. Il n'y a pas il n'y a pas de possibilité d'accueillir comme ça en drive ou à emporter. Alors, la première des motivations, c'est bien évidemment crise sanitaire Covid-19, arrêté du 15 mars, circonstances exceptionnelles et l'ensemble de ces éléments vous empêche, en plus, malgré que l'arrêté du 15 mars dit que vous pouvez faire de la vente à emporter, l'ensemble de ces éléments vous empêche bien évidemment de continuer de travailler. Ça, c'est très important. Il ne faut pas simplement mettre Covid-19 ou circonstances exceptionnelles. Il faut vraiment expliquer en quoi vous ne pouvez ni faire de la restauration sur place, ni de la restauration à emporter. Faites-le avec vos mots. Hein. Il n'y a pas de formule magique sur le sujet. Faites-le en expliquant très factuellement ce que vous rencontrez comme problème. Et si je peux me permettre, Antoine, vous pouvez également prendre en photo, par exemple, vos cuisines qui montrent qu'elles sont petites pour étayer votre argumentaire. Tout à fait. D'autres questions ou pas? Non, les questions qui sont en cours concernent la garde d'enfants. D'accord. Alors, Héloïse, est-ce qu'on peut juste repartir sur le slide d'avant? Voilà, je vous ai mis en rouge. Donc, j'attire vraiment votre attention. Par contre, vous ne pourrez pas faire de demande rectificative. Hein, ça, c'est pas possible. Donc, si jamais vous l'avez mal monté, vous vous êtes trompé, bon, bah là, c'est dans les choux. Hein. Donc, voilà, je voulais juste revenir là-dessus parce que c'est important. Donc là, on va aborder notre point pour aller plus loin, donc un point qui vous tient à cœur aussi, donc qui va s'articuler en fait. D'abord, je vais vous parler donc de l'arrêt dérogatoire pour garde d'enfants, puisque ça concerne beaucoup de personnes, sachant qu'il y a plein d'arrêts possibles, maladies liées au Covid-19 ou pour personnes, pour garde entre guillemets, pour soutien plutôt, c'est plus juste, aux personnes vulnérables. Moi, j'aborde vraiment la partie garde d'enfants, mais vous verrez, ça peut pas se décomposer, mais ça peut se rattacher quel que soit l'arrêt. Et après, on verra dans un second temps l'articulation entre le chômage partiel et ces arrêts. Donc, concernant la garde d'enfants, il faut savoir que dans l'origine de cet arrêt, c'est suite à la fermeture, en gros, des établissements scolaires et des crèches qui a été en amont de la quarantaine, qui a contraint du coup certains salariés à rester à domicile parce que fallait bien s'occuper des enfants. Hein. Ils n'allaient pas rester tout seuls à la maison. Donc du coup, beaucoup d'entre vous ont eu des salariés qui ont d'abord été en arrêt pour garde d'enfants. Donc, il faut savoir que cet arrêt de travail peut aller jusqu'à 21 jours à compter de la date de début. Mais par contre, il y a des conditions à respecter. Il faut que vous ayez des enfants de moins de 16 ans. Un seul parent peut se voir accorder l'arrêt de travail, ce qui est logique. Si vous êtes un couple, normalement, à moins que vous ayez une terreur monstre à la maison, vous n'avez pas besoin d'être deux pour garder votre enfant la journée. Donc, du coup, vous allez être obligé de vos salariés vont être obligés de faire une attestation sur l'honneur, comme quoi leur conjoint travaille et du coup, il n'y a que en garde d'enfants. Et l'entreprise ne doit pas être en mesure d'accorder le télétravail à ses employés pour bénéficier de cet arrêt dérogatoire pour garde d'enfants. Par contre, il y a une possibilité, vous pouvez fractionner l'arrêt ou le partager. C'est-à-dire une semaine, un parent est en arrêt dérogatoire pour garde d'enfants et l'autre semaine, c'est l'autre parent. Un coup la mère, un coup le père ou les deux pères ou les deux mères. Quoi. Donc, ça va être à l'employeur de télédéclarer l'arrêt de travail de ses salariés. Donc, je vous ai mis le site. C'est sur déclare.amélie.fr. Si jamais le besoin d'arrêt de travail pour garde d'enfants perdure, vous pourrez renouveler cet arrêt. Il faut savoir que l'indemnisation, elle est sans délai de carence et sans condition d'ouverture de droit. Donc, comment ça va s'articuler avec l'activité partielle? Donc, alors généralement, vous l'avez vu, on est d'abord en arrêt de travail dérogatoire pour garde d'enfants et après, il y a eu l'activité partielle de l'entreprise qui est intervenue.
Ça peut être dans l'autre sens, mais généralement, dans la majorité des cas, c'est dans ce sens-là. Donc, je vous ai mis 3 cas de figure. Dans le premier cas, c'est si votre salarié est en arrêt de travail pour maladie, garde d'enfant, pour maladie, pardon. Donc, soit il avait chopé la grippe avant, soit il avait chopé le Covid-19 avant la mise en activité partielle de l'entreprise. Donc, du coup, le salarié, il va rester en arrêt maladie indemnisé jusqu'à la fin de son arrêt prescrit. Par contre, pour pas qu'il y ait d'inégalité entre les salariés, en fait, son indemnisation, elle sera ajustée sur l'indemnisation de l'activité partielle, soit 70% du salaire brut. Et à la fin de l'arrêt, ce salarié, en fait, il va basculer naturellement au chômage partiel. Concernant le deuxième cas, donc c'est si votre salarié il est en arrêt dérogatoire pour garde d'enfant avant la mise en activité partielle de l'entreprise. Donc là, il y a 2 situations possibles. La première, c'est si l'entreprise est totalement fermée. Alors là, l'arrêt de travail, il n'a plus lieu d'être, donc il est interrompu. Et le salarié, du coup, passera naturellement en activité partielle, puisqu'en activité partielle, le salarié ne travaille pas. Donc, l'employeur va devoir signaler à l'assurance maladie la fin anticipée de cet arrêt. Par contre, il est tout à fait possible qu'il attende le terme de l'arrêt. Et du coup, comme vous pouvez vous en douter, on ne peut pas renouveler ou prolonger cet arrêt du coup, vu que le salarié passe automatiquement en activité partielle. Si jamais l'entreprise, elle est quand même ouverte, mais elle est en réduction d'activité, là, on ne pourra pas cumuler l'activité partielle et l'arrêt de travail. Et du coup, vu que l'activité continue, même si c'est moindre, et que le salarié, lui, il a besoin de rester à la maison pour s'occuper de son enfant, il va pouvoir prolonger ou renouveler son arrêt de travail. Et enfin, le troisième cas de figure, c'est si votre salarié est en activité partielle et puis malheureusement, il tombe malade, il a chopé le Covid-19. Alors là, l'activité partielle, elle va s'interrompre jusqu'à la fin de son arrêt maladie et ces indemnisations maladie, en fait, seront calées sur l'indemnité de chômage partiel, soit 70% du salaire brut. Donc là, je vais laisser Antoine vous donner de plus amples précisions, puis je pense qu'il y a beaucoup de questions. Alors, c'est vrai que sur la combinaison des différents dispositifs, première chose, une petite synthèse. On entend beaucoup parler actuellement d'activité partielle, d'arrêt maladie, et puis ce qui vous concerne beaucoup, beaucoup moins, c'est le télétravail. Peut-être si vous avez un personnel administratif chez vous, un comptable ou autre, ce sont des dispositifs donc, qui sont par nature quand même assez exceptionnels, notamment l'arrêt de travail garde d'enfants. Comme l'a expliqué Stéphanie en introduction, c'est un arrêt qui a été mis en place suite à la fermeture des établissements scolaires. Donc on peut toujours se poser la question de savoir s'il n'y a pas lieu, finalement, si ce n'est pas mieux de solliciter le salarié afin qu'il se mette en arrêt de travail garde d'enfants plutôt que de mettre en activité partielle. Alors, bien évidemment, son indemnisation sera plus intéressante s'il est en garde d'enfants, arrêt maladie garde d'enfants, tout simplement parce qu'il percevra des indemnités journalières dès lors qu'il a droit à ces indemnités journalières, bien évidemment, et vous aurez l'obligation, soit en direct, soit par l'intermédiaire de la prévoyance, notamment la G2R, je pense, en ce qui concerne votre activité, il aura droit au complément de salaire, donc à 90% pendant 30 jours, 60% les jours suivants, etc. Il est clair qu'en activité partielle, en revanche, le salarié, lui, n'a droit qu'à 70% du salaire brut, ce qui fait grosso modo 84. Il y a eu beaucoup de communication là-dessus. C'est vrai qu'on n'est peut-être pas à 84, on sera peut-être à 83 ou 85, peu importe, mais il y aura à peu près ça. Donc, il a parfois intérêt à se mettre en garde d'enfant. La garde d'enfant, comme le disait aussi Stéphanie, faites très attention. Donc, on ne peut pas avoir d'autre moyen que de rester à la maison pour garder son enfant. Et il ne faut pas que le conjoint lui-même soit à la maison et qu'il puisse garder son enfant. C'est-à-dire qu'il va falloir
que le salarié produise une attestation sur l'honneur comme quoi il est le seul à pouvoir le faire. Donc, s'il est en garde d'enfant avant la mise en activité partielle, cette garde d'enfant va continuer jusqu'à l'échéance, soit 14, soit 21 jours. Maintenant, c'est 21 jours. Alors, la sécurité sociale préconise, si jamais vous vous mettez en activité partielle, que l'arrêt garde d'enfant s'arrête, mais laisse aussi entendre que vous pouvez continuer jusqu'au terme des 21 jours. En revanche, une fois qu'on est en activité partielle, on ne peut pas être aussi en garde d'enfant, on restera en activité partielle. Voilà à peu près les informations que je souhaitais vous donner à ce sujet. Petit point aussi, alors je ne sais pas si on passe directement aux questions ou bien si on continue. Stéphanie, je vous laisse la main. Je sais pas. Il y a pas mal de questions sur tout ce que vous venez de dire. Alors, allez-y. Alors, beaucoup nous parlent de leur situation en tant que gérant, entrepreneur, co-gérant. Et donc, les questions viennent, c'est est-ce que j'ai droit au chômage partiel? Est-ce que j'ai droit à la prime de 1 500 euros, majorée de 2 000 euros? Voilà. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire sur ça? Après, je vous poserai des questions sur les loyers. Alors, Antoine, vous voulez répondre? Oui, juste. Alors, sur les dispositifs que nous venons de vous présenter, cela concerne les salariés. Donc, lorsque ça dépend de votre statut au sein de la société, mais je laisserai expliquer plus Stéphanie sur ce sujet-là. Si vous êtes gérant de SARL, notamment gérant égalitaire ou gérant majoritaire, vous ne serez pas considéré comme salarié, donc vous ne pouvez pas bénéficier de l'activité partielle. Tout ce qui est arrêt maladie, vous bénéficiez des arrêts maladie en tant que travailleur indépendant. Si en revanche vous êtes en SAS, c'est toujours pareil, vous ne pouvez pas être considéré comme salarié si vous n'avez pas de lien de subordination avec la société. Donc, très rarement, le dispositif d'activité partielle vous sera ouvert. En revanche, vous avez les dispositifs qui ont été mis en place pour les travailleurs indépendants, et je laisse Stéphanie en parler. Oui, tout à fait. Il y a eu des mesures mises en place qui ont fait l'objet d'ailleurs du dernier webinaire. Par contre, là, vous répondre comme ça, c'est compliqué parce qu'il y a quand même des critères pour les fameuses primes de 1 500 et de 2 000 euros. Déjà, il faut que vous ayez moins de 11 salariés équivalents temps plein, un chiffre d'affaires inférieur à 1 million d'euros et surtout un bénéfice imposable inférieur à 60 000 euros, sachant que ce bénéfice imposable, il faut réintégrer les sommes versées aux dirigeants et ces charges sociales comprises. Donc, vous voyez, on est vite au-dessus. Hein, donc voilà, donc oui, vous pouvez y avoir droit, mais il faut rentrer quand même dans ces critères-là. Hein. On vous renvoie un webinaire qui est sur le site de Fiducial, YouTube Fiducial, TV Fiducial, où on explique clairement tous ces points. Voilà, vous, en tant que chef d'entreprise, les aides auxquelles vous avez droit. Question sur le chômage partiel. Est-ce que je dois faire une déclaration tous les mois ou je peux prévoir jusqu'au 30 juin la mise en chômage partiel de mes salariés? Alors, vous avez différentes possibilités. C'est vrai que vous avez intérêt quand même à prévoir un volume d'heures en activité partielle relativement important, donc qui correspondrait pourquoi pas jusqu'au 30 juin. Et puis, tant mieux si vous pouvez reprendre avant, bien évidemment. On sait tous que la reprise va être longue, fastidieuse. On sait aussi que les comportements sociaux, notamment vis-à-vis de votre activité, vont être assez particuliers, c'est-à-dire qu'on va prendre du temps, on va se poser la question, est-ce qu'on va retourner au restaurant tout de suite, etc. On s'en aperçoit dans des pays qui commencent à reprendre. Donc, il va falloir envisager tout ça, ce qui fait que vous avez tout intérêt quand même à prévoir un volume d'activité partielle assez important, et puis vous ajusterez au mois le mois lorsque vous ferez vos déclarations qui donneront lieu au versement des allocations. Antoine, sur le même niveau, j'ai une question. Est-ce que c'est 1000 heures ou 1607? Alors, il a été effectivement annoncé un alignement sur la durée annuelle du travail de 1607. Pour l'instant, sur les sites, on est à 1000, mais ça devrait passer à 1607. Il faut espérer quand même que vous n'ayez pas à dépenser les 1607. Autre question, c'est comment j'avertis mes salariés qu'ils vont passer en chômage partiel ou qu'ils sont en chômage partiel?
Alors, il n'y a pas d'obligation particulière, si ce n'est bien évidemment de les informer. Là, on n'est plus sur du droit, on est sur de la gestion d'entreprise, de la relation humaine. Vous avez tout intérêt, oui, à les prévenir que vous les mettez en activité partielle. Ça peut être par un courrier remis en main propre, par un courriel, ou bien un courrier recommandé si vous pouvez le faire, mais pour l'instant, la poste fonctionne très mal. Mais oui, vous avez tout intérêt à informer vos salariés de la mise en activité partielle. Cette information, vous allez la détailler en donnant les dates d'activité que vous avez déclarées et le nombre d'heures, bien évidemment. Une autre question sur la base d'indemnisation. Est-ce que la directe va calculer sur les avantages en nature, les repas ou les nuitées quand le personnel est hébergé? Alors là, j'aurais plutôt tendance, parce qu'on est vraiment sur la technique de paye, de vous rapprocher de votre cabinet comptable qui vous explicitera exactement les assiettes de calcul. De toutes les façons, c'est sur le salaire horaire perçu par le salarié, le salaire horaire brut. Donc, vous allez reprendre tous les éléments qui rentrent en ligne de compte dès lors que le salarié, bien évidemment, en bénéficie. Un salarié qui est en activité partielle, donc ne travaille pas, n'est pas présent au restaurant au moment du déjeuner. Donc, il faut appliquer les règles qui s'imposent à ce moment-là. D'accord. Oui, Autre voilà, question. c'est vraiment tous les éléments de la rémunération qui ont un caractère obligatoire pour l'employeur, hein. Autre question, c'est la prise de congé qui était prévue au mois d'avril ou début mai, alors que j'ai mis mon personnel en chômage partiel. Alors, est-ce que c'est les congés qui choses, je priment? Est-ce que pense, c'est le chômage partiel? Oui, il y a deux choses en matière de congé. C'est soit vous imposez et vous utilisez les moyens que vous donne la loi. Donc, un salarié avait posé ses congés avant le début de la crise. Vous pouvez très bien lui accorder et ne rien faire. Vous pouvez aussi, pour des raisons exceptionnelles, revenir sur ces congés ou les décaler. Moi, ce que j'aurais tendance plutôt à préconiser, c'est le dialogue avec le salarié. Il ne faut pas oublier que lui aussi, il est dans une situation relativement précaire et que la mise en activité partielle va avoir pour conséquence quand même une diminution relativement importante de sa rémunération, que le maintien en congé payé, ça lui permet d'avoir un maintien de sa rémunération à niveau identique que ce qu'il percevait auparavant. Donc, je pense que si vous êtes amené à revoir ces dates de congé parce qu'il les a posées, ou bien même à lui proposer des dates de congé alors que vous n'avez pas forcément les moyens de lui imposer, rien ne vaut quand même une discussion avec lui. Autre question, est-ce que les mutuelles peuvent prendre en charge la perte de rémunération pour les salariés? Alors, ce n'est pas la mutuelle qui prend en l'entrepreneur. charge la perte de rémunération, c'est l'institution de prévoyance. L'institution de prévoyance, elle va intervenir en cas d'incapacité de travail, ça veut dire en cas d'arrêt de travail. Donc, elle va intervenir lorsqu'on est en garde d'enfants de moins de 16 ans ou lorsqu'on est en arrêt maladie. Et ça, selon les règles classiques propres à votre profession et à l'accord sur la prévoyance dans votre branche professionnelle. J'avais vu aussi une question relative, alors deux questions, une qui revient parce que je pense qu'il la repose, ça concerne une pizzeria où il dit Oui. je vais peut-être pouvoir reprendre mon activité. Bien évidemment, donc là, à ce moment-là, alors vous faites peut-être maintenant une demande d'activité partielle totale et dès que vous allez pouvoir reprendre, vous referez une nouvelle demande en basant bien votre demande sur le fait que le restaurant, bien évidemment, reste fermé parce que l'arrêté du 15 mars est toujours en vigueur, mais que vous allez pouvoir reprendre une vente à emporter. Mais il faudra faire une deuxième demande. J'avais vu aussi une question qui me semblait assez importante en tout début d'une activité saisonnière. Oui. Concernant les CDD saisonniers. Alors, concernant les CDD saisonniers, on ne peut pas les rompre tant que le contrat n'est pas terminé. Le contrat s'arrête à la fin de la saison. Et là-dessus, la règle n'a pas changé. C'est-à-dire que les modes de rupture des contrats à durée déterminée n'ont pas été modifiés par les différentes ordonnances qui ont été publiées depuis le début de la crise. Donc, par conséquent, il faut les mettre en chômage partiel jusqu'à la fin de la saison. Alors, pour ceux qui sont en fin de saison d'hiver, alors ça peut être dans les Alpes 15 avril. Ceux qui vont commencer la saison d'été, là aussi, si vous avez déjà embauché vos saisonniers, il va falloir
Alors déjà voir bien évidemment avec votre conseiller habituel, mais voir peut-être aussi avec eux s'il n'y a pas lieu de retarder leur embauche. Mais attention, ces règles-là restent. Une fois que vous vous êtes engagé, vous devez maintenir vos engagements jusqu'à la fin. Une question qui est importante, mais je ne sais pas si on va pouvoir apporter une réponse, c'est est-ce que les assureurs pourraient assurer la perte d'exploitation pendant cette période du fait d'une fermeture administrative? Alors ça sort de mon domaine de compétence. Oui, là c'est compliqué parce que ça va dépendre des contrats d'assurance, mais on le voit pas mal via les informations quand même, où les compagnies d'assurance sont en train de se réunir pour intégrer pour les prochaines années des cas liés aux épidémies. Donc pour moi, pour l'instant, non, à moins que vous ayez un super contrat d'assurance qui est possible, mais du coup, il faut voir votre contrat. Mais dans la grande majorité, les assurances ne les prendront pas en charge. C'est d'ailleurs la même problématique pour les particuliers et leurs voyages, qui ne sont pas remboursés par les assurances parce que cette circonstance exceptionnelle pandémique n'est pas prévue dans les garanties. La seule chose que les assureurs ont fait, ils ont débloqué un fonds spécial de 200 millions pour les entreprises. Il y a 3 millions d'entreprises, donc ça vous fera une indemnité de 67 € par entreprise. Je le dis très sérieusement, mais voilà ce que les assureurs ont prévu. On nous pose des questions sur les loyers. Est-ce que je peux différer, suspendre mon loyer vis-à-vis de mon bailleur? Ce sujet a été traité dans notre précédent webinaire concernant les aides exceptionnelles, le report de charges. Pour pouvoir bénéficier de droits report de loyer, il faut être assujetti, pouvoir bénéficier du fonds de solidarité de 1 500 €. Si vous ne pouvez pas en bénéficier, il faut une négociation avec votre bailleur. Vous avez toutes ces interrogations, vous les avez vraiment dans le premier webinaire sur la trésorerie qui a été fait, je ne sais plus si c'est en début de semaine ou la semaine dernière, je perds la notion du temps, moi aussi en confinement. Parce que vous avez vu déjà là, ça fait une bonne heure. Ce sont des sujets très denses, très vastes. Donc, on était obligé de les scinder en deux pour pas qu'on vous perde, parce que je vous vois mal être attentif pendant 2 heures complètes sur autant de notions pointues. Donc, n'hésitez pas à aller voir sur la chaîne YouTube Fiducial ce webinaire qui est en replay. C'est comme à la télé. Ce que je vous propose, c'est comme ça fait 60 minutes, là, on va peut-être s'arrêter là si ça convient à tout le monde. L'objectif est effectivement que vous ayez une vision un peu synthétique de ces dispositifs. N'hésitez pas à vous rapprocher de votre conseiller fiducial pour avoir une réponse personnalisée. C'est vrai que via ce format, on ne peut pas forcément répondre à tout le monde. On essaye, mais c'est pas toujours évident. Donc, nous allons clôturer aujourd'hui. Je remercie… Héloïse, oui. Si je peux juste me permettre, il y avait donc la dernière diapo, du coup l'avant-dernière, pardon, que j'ai pas descendu. Oui, la synthèse. Alors voilà, je veux vraiment insister dessus parce que comme vous pouvez le voir, en fait, le dispositif, il n'est pas complètement stabilisé. Vous l'avez vu, ça ne cesse de changer. La preuve au niveau des heures. Pour l'instant, on est à 1000 heures d'indemnisation maximum. Peut-être ça sera 1607 demain. Donc voilà, ce qu'on vous dit aujourd'hui n'est peut-être plus vrai demain. Donc soyez très vigilants. Et puis le reste, comme Antoine vous l'a déjà bien dit, pensez bien à motiver votre dossier de recours au chômage partiel, c'est très important. N'hésitez pas à mettre vos tickets de caisse pour montrer qu'il y a une baisse d'activité. N'hésitez pas à mettre des photos, ainsi de suite. Et pensez large, prévoyez une date de fin large, voyez grand, parce que comme Antoine vous l'a dit,
Le souci, je pense, maintenant on est dans le vif du sujet, mais je pense que le plus dur à venir va être l'automne où on le voit en Chine, hein, l'activité reprend doucement, les gens n'osent plus aller au cinéma, ils ont peur d'être au restaurant, donc ça va reprendre progressivement. Et là, justement, le recours au chômage partiel et cette articulation avec les arrêts et les chômages partiels, entre guillemets, si on peut dire ça comme ça, auront tout leur sens. Donc voilà. Excuse-moi, Héloïse. Allô, j'ai perdu tout le monde à nouveau. Pas de souci. Pas de souci. Voilà, donc on va s'arrêter là. C'est aussi important que vous ayez une adresse de contact. Donc vous voyez s'afficher sur votre écran l'adresse contact.relation avec un s.extérieur avec un s @fiducial.fr. N'hésitez pas à soit vous rapprocher de votre conseiller fiducial, soit à nous envoyer un mail à cette adresse. Nous vous remercions pour votre participation, pour toutes vos questions qui, nous l'espérons, aura permis de donner un éclairage à tous les participants. Merci d'être restés tout au long de ce webinaire. Nous vous donnons rendez-vous via email ou via nos réseaux sociaux pour des prochaines informations. Donc, n'hésitez pas à nous suivre. Et je remercie Antoine, Eric et Stéphanie pour ce webinaire. Et au nom de Fiducial, nous vous disons à très bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir.